Merci encore d'être venu. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui est important et nous allons parler de la sécurité de nos données que nous confions au cloud. Et je commence par me présenter. Je m'appelle Eric Ngabonziza. Je suis cofondateur de Africa CyberSec. Je parle couramment 5 langues, dont l'anglais et le français. Et ce qui concerne ma formation, j'ai un master's degree en computer science, un ingénieur en réseau télécom et un BTS en électronique. Et je possède aussi 12 certificats professionnels venant de grandes compagnies comme Cisco, Fortinet, Juniper, Palo Alto, CWNP. CWNP, c'est tout ce qui est les réseaux sans fil ou Wi-Fi, que nous appelons couramment Wi-Fi. Et VMware, c'est tout ce qui est la virtualisation. Et CompTIA, c'est pour la sécurité. AITO, c'est pour le changement dans les compagnies. Et j'ai une expérience environ de 30 ans en Amérique du Nord et en Afrique, où j'ai travaillé pour des grandes compagnies comme BlackBerry, IBM, B-Mobility, en Afrique comme Wassi Technologies ou bien la CIE en Côte d'Ivoire. Et souvent, je m'occupais de tout ce qui est la sécurité, les réseaux, à partir de la configuration, le déploiement et après avoir déployé ces solutions. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes collègues. Et pour ne pas les présenter à moitié, je veux leur donner le temps de se présenter. Donc, je donne la main à Madame Mariam Sagnon. Mariam, Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez. oui, D'accord. Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre, pour parler du cloud. Donc, moi, je suis Mariam Sagnon. Je suis analyste en cybersécurité et journaliste. Journaliste plus dans le domaine du digital. Je fais actuellement de l'administration de sites web et de la gestion des réseaux sociaux. Également, je donne des formations en production de contenu avec les smartphones, également en fact-checking et en vérification de l'information en ligne. Donc, par ailleurs, j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication et à l'Université Joseph Kizerbo au Burkina. Merci bien. oui, je demande maintenant, merci Mariam, Salimatou. Bonsoir tout le monde, vous me recevez bien? Oui, Ok, je suis Salimatou Deborah Oulapade. Je travaille en tant que spécialiste en communication. En termes de formation, j'ai un master européen en stratégie publicitaire et communication numérique et également un DESCOM en journalisme option télé. En termes de certificat dans le domaine de la cybersécurité, j'ai participé à la formation sous-régionale en leadership et cybersécurité et également fait d'autres certificats tels que l'analyse en cybersécurité, les aperçus des menaces et également l'introduction à la cybersécurité. Et en termes d'expérience professionnelle, je totalise une dizaine d'années, tant dans le domaine du journalisme que de la communication, et avec pour objectif d'aider les entreprises et les institutions à se faire connaître et à améliorer leur image de marque. Je vous remercie. merci Salimatou. Je demande à Ina. Bonsoir tout le monde. Je suis Ina Ibériziem, camerounaise, analyste en cybersécurité et parallèlement juriste de formation, notamment en droit pénal et sciences criminelles et aussi en droit du cyberespace africain. Je suis passionnée du digital, tout ce qui est cybersécurité et notamment on va on va avoir l'occasion d'aborder des questions liées au droit en fait de la protection des données lors de ce webinaire. Merci. Merci Ina. Je demande à Cédric de se présenter. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Cédric Ngabonziza. Je suis aussi cofondateur d'Africa CyberSec.
Je suis bilingue en anglais et en français. Et en termes de formation, j'ai 2 MBA, une en système d'information informatique et une autre en gestion des opérations. Et en ce qui concerne la cybersécurité, j'ai 3 certificats, une en audit, l'autre en évaluation des risques et l'autre en CSSP qui est plus professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Et en termes d'expérience professionnelle, j'ai plus de 15 ans d'expérience en cybersécurité et je me concentre beaucoup plus sur les menaces émergentes dans la cybersécurité. Merci. Merci Cédric. Donc, vous voyez que nous avons une équipe qui n'est pas moindre, c'est une équipe composée des experts. Donc, je commence d'abord par présenter la compagnie Africa CyberSec. C'est une compagnie basée et créée au Canada ici, plus précisément à Toronto, mais nous avons aussi des représentations, comme vous avez vu, en Afrique, donc notamment le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes engagés à fermer la manque de connaissances parce que nous avons remarqué qu'il y a une manque de connaissances en matière de sécurité concernant les individus et les compagnies. Nous fournissons des différents services que nous allons vous expliquer après avoir présenté. Et nous formons aussi les gens qui souhaiteraient changer de carrière et venir en cybersécurité. Et comme vous l'avez vu, l'expérience combinée de tous les experts que nous avons à Africa CyberSec, ça dépasse de 30 ans. Et nos formations ou bien nos services sont donnés dans les 2 langues. Les 2 grandes langues, c'est le français et l'anglais. Donc, aujourd'hui, je vais être modérateur pour cette présentation. Et comme d'habitude, nous commençons par tout ce qui est l'actualité. Savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous voyons dans les journaux concernant autour de la cybersécurité, que ce soit du bon ou du mauvais. Donc, ici, pour vraiment vous montrer l'importance de la sécurité. Donc, nous avons choisi 2 exemples des cyberattaques pour voir qu'au fait, les attaques sont réelles. C'est pas, il ne faut pas négliger. Donc, il faut savoir, lorsque vous décidez d'aller sur l'Internet, c'est-à-dire vous êtes sur le lieu public, il faudra savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est quelque part qui est en train d'observer vos mouvements. Si vous faites un faux pas, la personne peut exploiter vos faiblesses pour vous attaquer. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces genres de sensibilisation pour augmenter la sécurité. Premier exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait déjà une semaine seulement que le Google Cloud, et heureusement que nous allons parler aujourd'hui du cloud, le Google Cloud a fait une erreur, disons, les employés de Google qui s'occupaient de son compte ont fait une erreur de configuration et ils ont effacé un compte de Google privé d'une une grande compagnie financière et ça a entraîné en même temps des pertes. Donc, tout à l'heure, quand on va vous expliquer de cloud, et il faut tout savoir que même si vous confiez vos données quelque part, vous êtes toujours responsable de tout ce qui est la sécurité. Deuxième exemple, ici au Canada, le 20 avril, il y a eu une attaque à la compagnie London Drugs qui a environ 79 magasins ici au Canada et ça a entraîné que tous les magasins ont fermé pendant 10 jours. Donc, vous voyez quand même, c'est beaucoup d'argent que la compagnie perd. Donc, imaginez-vous si, par exemple, vous faites partie de cette compagnie ou bien vous dépendez de cette compagnie, vous voyez que vous aussi, vous êtes affecté. C'est pour ça que nous faisons ces genres de sensibilisation pour vous réveiller et chaque fois quand vous faites une action, pesez le pour et le contre pour augmenter la sécurité où vous mettez vos données. Donc, nous allons commencer par l'introduction, c'est quoi le cloud? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que ce n'est pas tout le monde, quand on parle de cloud, qui comprend de quoi s'agit-il. Donc, il est très important de vous expliquer c'est quoi le cloud.
Et c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui est accessible, qui est utilisable par n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour utiliser le cloud. Donc, je vais donner la parole à Mariam qui pourra bien vous expliquer en long et en large. Donc, Mariam, je te donne la main. D'accord. Merci, Monsieur Eric. Donc, avant de rentrer dans le sujet à proprement parler de la sécurité du cloud, nous allons tous partir de la connaissance de la notion même de ce que c'est que le cloud. Donc, le stockage cloud, c'est un type de stockage de données informatiques qui permet à vos fichiers d'être immédiatement disponibles sur presque tous les appareils connectés à Internet, n'importe où. Les fichiers sont stockés sur des serveurs dans un centre de données plutôt que directement sur votre appareil. Ça veut dire qu'une fois que ces fichiers sont stockés sur le cloud, que ce soit l'appareil sur lequel vous êtes connecté à n'importe où, n'importe quel endroit où vous êtes, vous pouvez avoir accès à ces données-là. En clair, vos données, au lieu d'être stockées sur vos disques durs ou mémoires, sont disponibles sur des serveurs distants et accessibles sur Internet. Oui. Voilà, les composants du cloud. Nous allons parler de ce qui compose le cloud. Il est aussi appelé cloud computing ou nuage informatique. Donc, parlant de cloud en anglais, ça renvoie à nuage. L'utilisation du cloud computing permet aux utilisateurs et aux entreprises de s'affranchir de la nécessité de gérer des serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements. Par exemple, les entreprises chargent un nombre volumineux de données. Donc, vous imaginez si ces données-là n'étaient pas stockées sur ces serveurs, la manipulation. Donc, les ressources disponibles dans le cloud sont connues sous le nom de services, car elles sont gérées activement par un fournisseur de cloud. Ces services comprennent l'infrastructure, les applications, les outils de développement et le stockage de données, entre autres produits. Mhm. Et lorsqu'on parle de services cloud, vous avez ces trois principaux services-là. Le logiciel en tant que service. Pardon. Le logiciel en tant que service, ou le SaaS, Software as a Service. La plateforme en tant que service, le PaaS, ou l'infrastructure en tant que service. Ces différents éléments jouent un rôle dans la composition du cloud. Par exemple, pour ce qui concerne l'IaaS, l'infrastructure en tant que service, elle fournit à ses utilisateurs les éléments fondamentaux de l'infrastructure cloud, ainsi que des ressources informatiques, telles que la puissance de traitement, les machines virtuelles. Pour ce qui concerne le PaaS, la plateforme en tant que service, et elle fournit des outils aux utilisateurs via Internet. Et les outils sont impliqués dans le PaaS. Les outils impliqués dans le PaaS proposent des services sur leur propre infrastructure aux utilisateurs pour le développement d'applications. Et le PaaS permet aux développeurs de créer une application évolutive. Il leur fournit un cadre et élimine le besoin de gérer ou de configurer les bases de données. Donc, et ce service-là est plus. Et enfin, pour ce qui concerne le SaaS, Software as a Service, le logiciel en tant que service, il permet d'accéder à une application web via Internet. Il ne nécessite pas de télécharger d'outils ou de logiciels. Il peut être gratuit ou utiliser un modèle payant à l'utilisation. On peut avancer. Voilà. Maintenant, parmi les trois, vous pouvez revenir en arrière, voilà. Les composants du cloud. Parmi les trois, en termes de résilience, il y a l'IaaS qui se démarque le plus. La résilience de l'IaaS dépend uniquement du fournisseur que vous choisissez. Il va de même pour la sécurité, généralement facturée à l'heure lors de l'utilisation des services. Les coûts IaaS peuvent grimper en raison de la nature précise de la facturation. Concernant la plateforme en tant que service, elle vous permet d'aborder une programmation avancée de haut niveau en rationalisant, en simplifiant le processus. Cela rend le développement d'applications plus rentable et plus rapide.
Le prix augmente cependant avec la mise en échelle de votre application. Une fois que vous engagez auprès d'un fournisseur, vous êtes enfermé dans l'environnement et l'interface que vous avez sélectionné. Donc, tous ces services-là, ce sont tous ces services-là qui composent le cloud. Concernant le software as a service, il présente un avantage tarifaire sur les deux autres. Il est moins cher que les deux, ce qui en fait une grâce salvatrice, je pourrais le dire, pour les particuliers et pour les petites entreprises. Mais avec le SaaS, contrairement à l'IaaS et au PaaS, vous n'avez aucun contrôle sur la gestion puisque le fournisseur de services en contrôle tous les aspects. En fait, avec le SaaS, c'est le fournisseur qui a un accès à tout, qui contrôle le tout. Donc, après avoir défini à quoi sert réellement le stockage sur le cloud. Le stockage dans le cloud vous permet d'accéder à vos fichiers, documents et photos à la demande. Si votre ordinateur ou votre téléphone tombe en panne, vous n'avez pas à craindre de perdre votre contenu car ces fichiers sont stockés sur un serveur distinct. Le stockage dans le cloud peut être une option pratique pour les options telles que Google One, iCloud, OneDrive, car plutôt, c'est une option parce que les applications telles que Google One, iCloud ou OneDrive sont les services intégrés à ce cloud. Et lorsque vous utilisez les données que vous produisez au quotidien, lorsqu'elles sont stockées sur ces applications-là, elles vous mettent en sécurité. Par exemple, pour les problèmes de stockage. Le stockage cloud vous permet également de libérer de l'espace sur votre appareil. Lorsque l'appareil, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone, l'espace est saturé, vous n'avez pas à vous en faire parce que lorsque c'est configuré à être enregistré sur le cloud, vous pouvez libérer de l'espace à tout moment sur vos appareils. Vous n'avez pas à vous en faire à ce niveau. Donc, c'est juste quelques exemples de stockage du cloud. Vous avez Google Drive, que la plupart utilisent. Il y a OneDrive, il y a iCloud, il y a Dropbox également. Voilà. Merci, merci Mariam. Donc, comme nous venons de voir qu'est-ce que c'est le cloud et nous avons vu les différents types de cloud que nous pouvons avoir, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est comment on peut sécuriser nos données que nous confions à ces clouds parce qu'il ne suffit pas d'avoir un endroit où stocker. C'est comme aujourd'hui, si par exemple, vous avez loué un emplacement où vous allez stocker vos choses, le propriétaire de ce stockage, il vous donne la clé. Donc, c'est votre responsabilité de savoir que cette clé, si elle est perdue, vous allez vraiment souffrir. Donc, vous devez garder jalousement cette clé, qu'elle ne soit pas accessible. Veuillez fermer vos micros si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez. OK. Donc, je disais que c'est comme si, par exemple, vous êtes parti louer un espace pour mettre vos effets qui sont peut-être qui n'ont pas la place où les mettre à la maison. Et donc, là, c'est votre responsabilité de savoir où vous avez mis la clé de ce stockage. Parce que ce n'est pas la responsabilité du propriétaire du stockage ou bien de l'endroit où vous allez stocker les choses. Donc, je vais demander à Madame Salimatou Orapade de venir aussi nous expliquer, nous parler de la sécurité des données, parce que c'est ça que nous devons connaître surtout. Nous avons vu où stocker, où mettre nos données. Maintenant, comment les sécuriser? Donc, Salimatou, je te donne la parole. Merci, M. Eric. On peut faire avancer la slide, s'il vous plaît. D'accord. Et comme Mariam l'a présenté tout à l'heure, nous avons pu constater que le cloud regorge de nombreux avantages. Cependant, malgré son caractère qui est plus ou moins incontournable de nos jours, il y a des préoccupations qui surgissent, notamment la sécurité sur le cloud. Et en termes de sécurité, il y a plusieurs
types d'attaques ou de défis auxquels le cloud est lié, notamment les expositions ou les fuites de données, le fait pour une personne en interne d'avoir un accès trop important aux données ou également une personne externe qui arrive à s'introduire dans le système et accéder à des données qui sont sensibles. Notamment, on pourrait également parler des attaques de logiciels malveillants telles que les attaques DDoS ou des infections par logiciel qui pourraient paralyser l'infrastructure du cloud ou détruire les données. Il y a également le fait d'être confronté à la violation de conformité ou également l'absence même de stratégie et d'architecture de sécurité sur le cloud. On pourrait également parler des menaces d'initiés, des interfaces d'utilisation, des interfaces d'utilisateurs d'applications non sécurisées et une mauvaise configuration des services cloud. On va voir en détail toutes ces différentes menaces auxquelles le cloud peut être exposé. Et donc, lorsqu'on parle de fuite de données, il s'agit de l'exposition de données sensibles sur le web ou physiquement. Ça pourrait être soit par des cybercriminels. La fuite de données fait en fait référence à un incident de sécurité au cours duquel les acteurs, qu'ils soient en interne ou que ce soit des attaquants externes, ils parviennent à accéder de façon non autorisée à des données qui sont d'ordre confidentiel. Et on pourrait distinguer deux types de fuite de données. On a le data breach, par exemple, qui est le fruit d'une cyberattaque. Donc, c'est lorsque un cyberattaquant arrive à s'introduire dans le cloud et à voler des données, ou également le data leak qui est le résultat d'un accident ou d'une erreur de configuration du cloud. En deuxième point, on pourrait évoquer les violations de conformité. En fait, avec l'augmentation du contrôle réglementaire, lorsque vous utilisez des services cloud, vous devez respecter une série d'exigences de conformité et ces conformités-là sont plus ou moins strictes. Donc, dans certaines réglementations, on exigera à votre entreprise, par exemple, qu'elle sache où se trouvent vos données ou les données de vos clients et qui sont les personnes qui ont accès à ces données, comment ces données-là sont traitées et comment sont-elles protégées. Et donc, pour tout utilisateur du service cloud doit chercher à savoir quelles sont les exigences en matière de conformité en utilisant les services cloud et savoir même si les services cloud qui sont utilisés font, enfin, ont certaines conformités ou certifications dans le domaine. Les menaces d'initiés font référence aux employeurs ou aux partenaires commerciaux qui sont en interne avec vous et qui pourraient constituer une menace pour votre entreprise s'ils font preuve de négligence ou s'ils ne sont pas suffisamment formés sur la sécurité liée à la gestion des données. Slide suivante, s'il vous plaît. En quatrième position, on pourrait parler des utilisateurs internes qui sont autorisés à un trop grand accès aux données. Dans certaines entreprises, il y a seulement une seule personne qui a accès à toute la base de données. Et cette personne-là, si elle constitue dorénavant une menace pour votre entreprise, vous voyez que vous lui avez donné tous vos paniers à œufs. Donc, elle va s'en servir facilement. En cinquième position, on pourrait parler d'interface utilisateur d'applications non sécurisées. Et donc, ce qu'il faut comprendre par interface utilisateur d'applications non sécurisées, les API, ce sont des programmes d'application qu'on utilise pour développer des applications comme le nom l'indique. Et elles sont intégrées dans les applications web ou mobiles. Et donc, elles peuvent offrir des accès aux personnes en interne ou à l'externe de votre organisation. Et donc, toute API externe qui n'est pas sécurisée devient facilement une passerelle qui offre un accès non autorisé à des cybercriminels qui arrivent à s'insérer à l'intérieur de votre système et qui leur permet de voler ou de manipuler vos données.
Et donc, en termes d'API non sécurisés, il y a eu en 2014, enfin en 2018, le scandale de Cambridge Analytica de Facebook qui faisait que depuis 2014, cette API-là permettait, enfin Facebook, à travers son API, permettait à Cambridge Analytica de voler les données de plus de 78 millions d'utilisateurs. Et en 2018, il y a eu une action collective contre Facebook qui a obligé Facebook en décembre 2022 de verser la somme de 725 millions de dollars pour pouvoir clore ce litige-là. Donc, vous voyez que les données sont des choses qui coûtent vraiment très cher. On pourrait également parler de la mauvaise configuration du cloud, qui est, on va dire, l'une des principales même causes de vulnérabilité de l'environnement cloud. Parce que le cloud, enfin, il y a plusieurs comptes et plusieurs logiciels qui sont, enfin, qui ont accès à toute cette masse de données-là. Et lorsqu'ils sont mal configurés, c'est vraiment la porte ouverte pour entraîner toutes sortes d'attaques. C'est une faille à laquelle il faudra faire très attention. Slide suivante. En 7e position, on pourrait parler des accès non autorisés. Et donc, si un utilisateur non autorisé obtient l'accès à votre cloud, il pourrait être en mesure de consulter des informations qui sont confidentielles et également utiliser ces informations-là à aller les vendre ou faire fuiter certaines informations. En 8e position, on parlerait des attaques par déni de service, les DDoS, qui visent à ralentir ou à refuser le service aux utilisateurs légitimes en inondant le cloud ou les services ou le serveur de trafic indésirable. Et donc, il va empêcher vos utilisateurs finaux à avoir accès à l'information dont ils doivent avoir accès normalement. Et ces attaques DDoS-là peuvent submerger votre réseau, peut paralyser votre réseau et donc il ne sera plus fonctionnel. Les exploitations de vulnérabilité, bon, c'est un peu ce qu'on disait plus haut. Les attaquants peuvent utiliser les vulnérabilités telles que des portails de connexion, des applications, du matériel pour s'introduire dans votre réseau, dans votre cloud et à diverses fins malveillantes. Les attaques par infection de logiciels malveillants, ce sont des attaques qui sont très courantes. Les attaquants peuvent utiliser des logiciels malveillants qui comprennent des rançons logiciels ou qui permettent de crypter même vos données. Et donc, ils peuvent introduire ces logiciels-là dans votre base de données de sorte à ce que vous n'ayez plus accès à vos données ou à vos informations. Les menaces, Chérie, vous pouvez... OK. Vous êtes sur le bon document, désolé. Et donc, après ces différents types d'attaques dont pourrait être victime un cloud, nous allons parler de la sécurité du cloud. Comment sécuriser les données dans le cloud? La première des choses qui pourrait aider à la sécurisation des données sur le cloud, c'est le chiffrement. En fait, c'est une méthode qui consiste à brouiller les informations afin que seules les personnes qui sont autorisées puissent avoir accès à ces informations-là. Et le chiffrement permet d'éviter les fuites ou l'exposition des données, même si le cyberattaquant arrive à pénétrer dans votre cloud, vu que les informations sont chiffrées, il ne saura pas de quoi il s'agit et donc il ne pourra pas les utiliser. Il y a également la gestion des identités et des accès. Et donc, il existe plusieurs produits de gestion d'identité et d'accès qui permettent de suivre l'identité d'un utilisateur, ce qu'il est autorisé à faire et ce qu'il est autorisé à consulter lorsqu'il a accès au cloud. Et donc, il autorise les utilisateurs ou refuse un accès à celui qui n'a pas accès à une information donnée. Il y a également les fournisseurs d'identité.
et d'authentification d'identité des utilisateurs. En fait, ce sont des services qui permettent d'authentifier l'identité des utilisateurs à partir de plusieurs applications, de sorte à ce que ces utilisateurs-là ne se connectent qu'une seule fois pour accéder à tous les services du cloud. Et donc, on sait exactement qui s'est connecté et à quel moment. Il y a également les services d'authentification multifacteur. Ce sont des services qui permettent de renforcer le processus d'authentification de l'utilisateur. Je pense qu'on a eu à avoir des sessions sur ce que c'est que l'authentification multifacteur. Il y a également les services de contrôle d'accès qui autorisent et qui restreignent l'accès aux utilisateurs. Et donc, ils donnent un accès précis à un utilisateur donné et il lui restreint les accès auxquels il ne doit pas avoir droit. Slide suivante, s'il vous plaît. On pourrait également parler de la configuration correcte des paramètres de sécurité pour les serveurs cloud. Comme nous l'avons vu tantôt, lorsque le serveur est mal configuré, il offre une aubaine aux cyberattaquants de s'y introduire et d'utiliser les données à des fins malveillantes. Et donc, il faut que les entreprises configurent correctement leurs paramètres de sécurité et également éviter d'exposer directement les données sur Internet. Les politiques de sécurité cohérentes dans tous les clouds et data centers. En fait, ce sont des mesures de sécurité qui doivent s'appliquer à l'ensemble des infrastructures d'une entreprise. Donc, chaque entreprise doit avoir une politique de sécurité qui lui permet de faire le suivi de ses activités en matière de sécurité. Il y a également les plans de sauvegarde parce que les données sont dans le cloud, mais peuvent être exposées à tout moment. Et donc, il faut faire une sauvegarde régulière de vos données pour pouvoir les récupérer dans le cas où elles s'avèrent être altérées ou lorsque vous subissez une attaque. Et donc, vous devez sauvegarder ces données-là selon un plan de sauvegarde et également avoir un plan de basculement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime d'une attaque, il faut avoir un plan qui vous permet, on va dire, de retomber sur vos pieds pendant que les experts sont en train de trouver des solutions à ce problème de cybersécurité. Et avec tout ce que nous venons de voir comme mesures de sécurité pour le cloud, nous allons mettre en avant ce qu'on appelle le coursier de sécurité d'accès au cloud, le CASB. En fait, un coursier de sécurité d'accès, c'est une solution de sécurité qui permet de protéger les services hébergés dans le cloud. Et donc, il permet de protéger les applications en tant que service, les software as service, ainsi que les infrastructures as service et également les plateformes as service contre les cyberattaques ou les fuites de données. Et le CASB, enfin, la sécurité par CASB repose sur 4 piliers fondamentaux, dont le premier, c'est la visibilité. Et donc, les solutions offertes par CASB permettent de découvrir les systèmes et de procéder au shadow hit. En fait, le shadow hit, ce qu'il faut comprendre par shadow hit, c'est, on va dire, c'est l'informatique fantôme. Il y a des personnes qui introduisent dans le système informatique, soit un ordinateur qui n'est pas reconnu par le responsable informatique, ou qui se permettent de télécharger des logiciels ou de contourner même les pare-feux pour installer certains logiciels qui sont interdits dans l'entreprise. Et donc, ils ouvrent une porte aux cyberattaquants. En utilisant les services de solutions CASB, vous arrivez à protéger vos services cloud. Ce qui fait que
les documents ou les services officiels de l'entreprise sont listés. On sait ce à quoi chaque utilisateur doit avoir accès. Il permet de bloquer également le téléchargement de certaines applications. CASB permet également la sécurité de vos données. Et donc, elle empêche les données confidentielles de quitter le système de votre entreprise et contribue à protéger l'intégrité même de vos données. Donc, ce qui fait que c'est une technologie importante dans le domaine du contrôle des accès et de la préservation et de la prévention, pardon, des pertes de données. CASB permet également de vous protéger contre les menaces. En fait, il bloque les accès, pardon, il bloque les menaces et les attaques externes, en plus d'empêcher les fuites de données. Il permet également de détecter les intrusions dans les paquets ou de filtrer les adresses URL et également de faire l'isolation de navigateurs qui peuvent contribuer à bloquer, enfin, de faire l'isolation de navigateurs, ce qui contribue à bloquer les cyberattaques. Il y a également le quatrième pilier qui est la conformité. On sait que dans le cloud, les données peuvent être dispersées et plusieurs personnes ont accès, plusieurs personnes et plusieurs entreprises ont accès au cloud. Du coup, il permet... Je crois qu'il y a un deuxième micro. Il y a un écho. OK. Et donc, il permet de satisfaire à des exigences réglementaires strictes, telles que le SO, enfin le SOC 2, qui est le contrôle des systèmes et des organisations. Je vois Maï qui a son micro ouvert. Maï, OK. Ouais, c'est fermé. OK, on peut D'accord. continuer. Donc, le SOC 2 qui fait référence au contrôle du système et de l'organisation en Amérique. Il y a également le HIPAA qui est une sorte d'exigence établie établie dans le domaine de la santé pour éviter que les données de sécurité sanitaire des personnes puissent, enfin, pour protéger les données sanitaires des patients. Et également le RGPD qui fait référence au règlement général sur la protection des données en Europe. Donc, dans certains secteurs, Oui, et donc, allez-y. cela permet, lorsque vous utilisez les services cloud protégés par CASB, de tenir compte de toutes ces réglementations-là et de mettre en œuvre un contrôle solide en matière de sécurité pour aider vos entreprises dans les processus commerciaux au niveau du cloud et de se conformer aux différentes réglementations en œuvre dans votre secteur. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, qu'est-ce que CASB offre concrètement en matière de sécurité? CASB permet de vérifier l'identité des différentes personnes ou des différents utilisateurs en ce qui concerne l'authentification multifacteur, les mots de passe, la possession de jetons physiques. Il y a également le contrôle d'accès.
Et donc, ce contrôle d'accès fait que les utilisateurs peuvent voir et faire des applications contrôlées par une entreprise. Donc, les découvertes d'informatique fantôme, le shadowing dont on a parlé tout à l'heure, qui permet d'identifier les systèmes et les services que les employés internes utilisent à des fins commerciales sans l'autorisation, on va dire, de la direction des propriétaires. Permet également de protéger contre les pertes de données parce qu'il peut arrêter les fuites de données et empêcher les données de quitter les plateformes appartenant à votre entreprise. Il permet également de filtrer et de bloquer les sites web utilisés par les cyberattaquants pour mener des attaques telles que le phishing ou les attaques de logiciels malveillants. Il permet l'inspection des données entrantes ou des données sortantes au niveau du réseau pour détecter toute activité malveillante. Il facilite le sandboxing qui est l'exécution de programmes et de code dans un environnement isolé pour déterminer s'ils sont malveillants. Il y a également l'isolation du navigateur qui fait que lorsque les navigateurs des utilisateurs sur un serveur distant, en fait, il permet de protéger les appareils contre les potentiels codes malveillants susceptibles d'être exécutés par des navigateurs distants. Il détecte également les logiciels, les logiciels malveillants. Donc, on peut appeler cela aussi une détection anti-malware. Je pense que Mariam a déjà parlé de cette page. OK. Et donc, avant de souscrire à un service cloud, nous avons énuméré cette question que vous devez poser à votre fournisseur cloud. La première, c'est de savoir où et combien de temps sont conservées vos données. Et donc, c'est de savoir la localisation de vos données, les réglementations, parce que la réglementation exige que vous stockez vos données et les données de vos clients dans le pays ou uniquement dans un pays spécifique. Donc, vous devez être informé sur la réglementation de votre secteur d'activité pour savoir si les données de vos clients ou si vos données peuvent être stockées dans un autre pays. La propriété des données change-t-elle? Et donc, vous devez vous assurer que vous conservez le droit de propriété sur vos données par le biais d'accords écrits. Parce que certains fournisseurs de cloud cherchent à conserver la propriété des données pour inciter les clients à rester chez eux. Également, une autre question, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez gérer vos services cloud ou vos données, vos services ou vos données sur le cloud. Donc, vous devez pouvoir vérifier si vous pouvez visualiser et contrôler l'utilisation du cloud et définir également des contrôles administratifs pour limiter le partage de données. Et donc, demandez à votre fournisseur d'accès cloud s'il existe un portail de services sur le cloud sur lequel vous pourrez vous connecter et quelles sont les caractéristiques. Une autre question, c'est de savoir quelles sont les fonctions de sécurité des données que votre fournisseur de services cloud propose. Est-ce que les données sont chiffrées? Est-ce qu'il existe la détection d'intrusion? Est-ce qu'il y a des pare-feux de sécurité physique et des data centers? Donc, ce sont entre autres des caractéristiques que vous devez rechercher chez votre fournisseur d'accès et vous assurer également que les coûts qui vous sont communiqués prennent en compte tous ces services. Il faut également chercher à savoir la fréquence de sauvegarde de vos données. Donc, à quelle fréquence votre fournisseur fait la sauvegarde de vos données. Cela peut vous aider à prévenir les pertes de données et aussi assurer la disponibilité
de vos données, même en cas d'incident ou de cyberattaque. Donc, vous devez vous assurer que voilà, votre fournisseur d'accès fait régulièrement des sauvegardes. Une autre question, c'est de savoir quels sont les contrats de niveau de service que votre fournisseur de services cloud propose. Et donc, vous devez signer ces contrats-là et de savoir où sont indiquées les options de support client, le temps de disponibilité du serveur, le temps de réponse aux requêtes. La dernière question que vous pourrez vous poser, comme on l'a vu, il y a la réglementation qui exige certaines certifications. Et donc, vous devez vous assurer que votre fournisseur d'accès est certifié en fonction de votre domaine d'activité. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui concerne les menaces qu'on pourrait rencontrer dans l'utilisation du cloud et les propositions de techniques pour sécuriser les données dans le cloud. OK, merci Salimatou. Comme Salimatou et Mariam, nous connaissons maintenant c'est quoi le cloud et nous venons d'apprendre comment sécuriser les données qui sont dans le cloud. L'étape suivante, on veut savoir si quelque chose arriverait, qu'est-ce que la loi dit sur cette sécurité des données? Donc, je vais inviter Ina qui porte deux casquettes aujourd'hui, une casquette en tant qu'analyste en cybersécurité et une autre casquette en tant que juriste. Donc, Ina, je te donne la parole. Merci. Merci, Monsieur Eric, et désolé pour les participants de ne pas activer ma caméra. Problème d'électricité oblige. Euh, Comme Monsieur Eric l'a si bien dit, après avoir su ce qu'est le cloud, après avoir défini les différents types de cloud, après avoir choisi le type de cloud adapté en fonction des données qu'on souhaite héberger, et après avoir opté pour une technique de sécurisation de ces données-là, il est de bon ton de savoir en fait ce que dit la loi. Parce que vous ne pouvez pas faire tout ce qu'on a cité là en amont si vous ne savez pas quelles sont les implications juridiques qui en découlent. D'abord, je pense que Salima Toula a eu à l'évoquer par rapport, il faut savoir en fait quelles sont les normes qui encadrent en fait si le fournisseur ou l'hébergeur est certifié dans le domaine. Les normes, par exemple, qui encadrent le service cloud, il faut noter qu'il n'y en a pas encore. Il y a la norme 27017 ISO 27017 qui délivre en fait les bonnes pratiques relatives à l'usage du cloud. Mais le bémol ici est qu'elle n'est pas encore finalisée et il n'y a pas encore de date de sortie. Donc, c'est pour ça que vous verrez que la présentation ne contient pas d'indication dessus. Mais en même temps, il y a aussi la norme ISO 27018 qui traite de la protection des données à caractère personnel et la norme basique applicable à tout type d'organisation qui est la norme 27001 sur le management de la sécurité de l'information. Donc, maintenant, quels sont concrètement les enjeux en fait qui se cachent derrière en fait l'usage du cloud? Nous avons soulevé en fait quelques points, comme vous pouvez le remarquer. Il y a d'abord la souveraineté des données. La souveraineté par rapport aux relations privées entre clients et fournisseurs. Souveraineté des données par rapport aux États, par exemple. Euh, Ina, tu es toujours là? Comment je vais dire, les États ont par défaut la souveraineté
de tout ce qui est lié à leur sécurité ou bien à leur ressortissants. Donc, le problème de la souveraineté des données, quand on se situe sur le plan des relations entre clients et hébergeurs maintenant, on se rend compte, comme M. Eric l'a si bien souligné, en fait, c'est une relation comme si on donne la clé, vous êtes locataire, vous prenez la clé, mais vous utilisez en fait les services de l'hébergeur. Maintenant, le propriétaire, en fait, le client doit savoir en fait euh, comment est-ce que ces données sont traitées et comment, où elles sont hébergées en fait. Donc, il y a ce problème-là qui subsiste par rapport à la souveraineté des données. Il y a aussi le problème de la confidentialité et de la protection des données. Euh, L'hébergeur, en fait, peut avoir des employés indiscrets qui peuvent exposer des données, ça peut être volontaire ou involontaire, qui peuvent exposer des données à des fuites, par exemple. Dans ce point précis, on conseille souvent de faire signer des NDA aux différents employés qui ont la charge en fait du traitement des données. Donc, l'autre point en fait, c'est la conciliation en fait de l'ordre public, du respect de l'ordre public et la protection des droits fondamentaux. Nous avons mis l'accent ici sur une loi américaine, en fait, le USA Patriot Act. En fait, Patriot Act, c'est Providing Appropriated Tools, tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. En fait, en français, ça veut dire en fait fournir des outils appropriés pour intercepter et faire obstruction au terrorisme. C'est une loi en fait qui donne, je peux dire, elle donne la capacité. Bon, la capacité, c'est même un peu limitatif. En fait, elle donne le pouvoir en fait au gouvernement américain de s'immiscer dans une relation entre clients et fournisseurs et de décider en fait de demander à l'hébergeur de mettre à sa disposition des données si il soupçonne en fait, si le gouvernement soupçonne en fait que il y a une question liée au terrorisme qui pourrait en fait qui pourrait être associée au client. Donc l'hébergeur n'a pas de choix en fait à faire. Il doit mettre à la disposition du gouvernement américain ces données-là si jamais il est question de sécurité nationale. Donc, et ceci, en fait, cette loi est applicable, en fait, non seulement à toute organisation qui a une base territoriale aux États-Unis, mais à toute organisation également dans laquelle est injecté des capitaux américains. Donc, vous voyez en fait que c'est une limitation au droit en fait du client. Donc, il y a cette problématique-là en fait qui convient de soulever par rapport à l'usage du cloud. Prochaine slide. Ouais, il y a aussi la responsabilité des fournisseurs. En fait, comme je le faisais remarquer précédemment, le fournisseur, en fait, peut avoir des employés, par exemple, indiscrets, qui exposent volontairement ou involontairement les données des clients à des fuites. Et en fait, qu'en est-il? Est-ce que le fournisseur, en fait, de cette solution-là est responsable? Bien sûr qu'il est responsable. C'est pour ça que on conseille en fait à ces fournisseurs de solutions-là de faire signer, par exemple, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est quand même une solution qui permet en fait d'encadrer un peu plus les relations entre le client et le fournisseur, de faire signer, par exemple, des non-disclosure acts à ses employés de manière à ce que on puisse contrôler en fait des éventuelles fuites de données. Il y a également la conformité et la sécurité. Comme on l'évoquait, par exemple, il est en fait nécessaire que
les fournisseurs de solutions cloud et les hébergeurs soient comment je vais dire, soient en conformité avec la réglementation en vigueur dans ce domaine. Donc, vérifier également les certifications de ces fournisseurs, ça fait partie en fait d'une recommandation qu'on pourrait donner par rapport à ce point ici. Et il y a également le problème de compétence de juridiction. En droit, normalement, en fait, quand il y a un litige, la juridiction compétente est normalement celle du lieu de situation de l'entreprise. Mais il y a comment je vais dire, certaines entreprises de fourniture de solutions cloud, comme par exemple Microsoft, qui en fait tend à nuancer en fait la compétence de la juridiction en fonction du fait que la fuite de données ait eu lieu sur la base territoriale du client ou bien à partir de ses quartiers généraux à Microsoft. Donc, ça soulève un peu un problème en fait par rapport à ce point précis. Donc, ça, en fait, on a pris en fait des enjeux sur le plan global, mais spécifiquement, l'Afrique notre continent doit affronter certains challenges relativement à l'usage du cloud. Pourquoi? Parce que d'abord, nous notons une absence en fait de législation relative à l'usage du cloud dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Également, je pense que environ 30% seulement de- des pays africains ont ratifié à ce jour la Convention de Malabo relative à la protection des données à caractère personnel et environ 30% des pays encore sont dotés d'une loi irrelative. Donc, ce qui soulève en fait, qui soulève de nombreux défis en fait à adresser quant à l'usage du cloud. Ça veut dire en fait que il y a un certain vide juridique en fait qui est constaté parce que au cas où on est soumis à un litige en fait qui traite de l'usage du cloud, on ne saura pas en fait vers quelle juridiction se tourner ou bien vers quelle est la réglementation à appliquer parce que la réglementation ne sera pas spécifique en fait à l'usage du cloud. Ça sera des adaptations prétoriennes, par exemple, du juge, mais il faut noter qu'il n'existe pas de législation relative à l'usage du cloud parce que, comme vous avez vu, le cloud, en fait, a plusieurs implications que, par exemple, la protection des données à caractère personnel ne traite pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez même l'organisme ISO, il établit des normes de certification relatives, d'une part à la protection des données à caractère personnel et d'autre part à l'usage du cloud qui est malheureusement encore en cours. Il y a aussi le problème de la réversibilité des données, en fait. La réversibilité des données, en fait, c'est la possibilité pour un client, par exemple, en cas de rupture de contrat avec son fournisseur ou son hébergeur, c'est la possibilité pour un client de rapatrier ses données à lui, de récupérer en fait ces données chez son fournisseur. Il y a ce problème-là qui se pose. Est-ce que le fournisseur rapatrie réellement et effectivement toutes ces données-là vers le client? Ça, ce sont des questions qui méritent d'être mieux encadrées en fait par la loi. Euh, et on recommande en fait, si on devrait proposer quelque chose, on pourrait recommander d'appliquer en fait l'exemple, par exemple, que la France a adopté. La France a adopté une certaine stratégie concernant le cloud. En fait, on appelle ça doctrine cloud au centre. L'État, en fait, accompagne
toutes les structures publiques et les entreprises, une fois qui mettent en place un projet numérique, elles accompagnent ces structures-là dans la mise en place de ce projet et elles imposent en fait l'usage de ce cloud. L'imposition de cet usage, en fait, normalement, implique un accompagnement de l'État sur tous les plans, le plan technique, le plan infrastructurel, le plan juridique. Donc, on se dit, en fait, qu'il serait de bon ton que cet exemple peut-être soit aussi importé en Afrique, pourquoi pas, parce que on a adopté des solutions auxquelles on n'est pas encore mieux outillé pour y répondre. Donc, c'est un peu, en gros, en fait, ce qu'on pouvait dire sur les enjeux juridiques du cloud en Afrique. Merci beaucoup, Ina. Merci beaucoup, Ina. Donc, aujourd'hui, nous avons vu c'est quoi le cloud. Nous avons vu quelle est la sécurité que nous pouvons adopter dans le cloud. Voilà, maintenant, on vient d'avoir des informations côté juridique. Donc, je vais donner la parole à Cédric pour que maintenant, il vous donne les services que nous offrons pour que vous puissiez avoir une idée. Et après, quand il va présenter, on va vous donner la parole de poser les questions. Et je me dis que vous avez beaucoup de questions. Donc, vous aurez le temps, dès que Cédric finit de présenter nos différents services, et ce soit vraiment vos questions seront les bienvenues. Merci, Cédric. Et merci, Eric. Donc, comme Eric avait commencé, il avait dit que Africa CyberSec, c'est une entreprise canadienne qui est basée ici à Toronto. Et on a 3 services. Donc, il y a un service d'évaluation des menaces et des risques, et notre service d'anti-phishing. Et aussi, on a une académie qui s'appelle Académie Africa CyberSec, là où on donne des formations en cybersécurité. Donc, le premier service qui est l'évaluation des menaces et des risques. Donc, on accompagne les entreprises à identifier leurs actifs ou les ressources qui sont critiques. On les aide à analyser les menaces qui peuvent nuire à ces actifs ou à ces ressources. Et aussi, on les aide à évaluer les vulnérabilités dont ces menaces peuvent acquérir. Enfin, à la fin, on crée une stratégie pour mitiguer tous les risques. Et cela aide aux organisations de hiérarchiser les risques et ça contribue à la gestion et comment prioriser l'argent qu'ils doivent mettre en œuvre pour la cybersécurité. L'autre service, c'est l'anti-phishing. Donc, l'anti-phishing, c'est un service là où on utilise un logiciel qui est automatisé et ça aide à faire des simulations des attaques phishing et ça permet aux organisations de savoir ou de mesurer la vulnérabilité de leurs employés aux tactiques d'ingénierie sociale. Et ça aussi, ça aide les employés à reconnaître ou à se protéger eux-mêmes contre les menaces d'ingénierie sociale. Et les organisations aussi peuvent utiliser ce logiciel pour savoir comment est-ce qu'elles se comparent à leurs pairs dans l'industrie ou le secteur. Ouais. Donc, l'autre, c'est la Africa CyberSec Academy. Donc, c'est là où on donne des formations aux individus et aux organisations aussi. Donc, pour les organisations, on donne des formations aux employés. Comme ça, les organisations peuvent aider les employés à acquérir de nouvelles connaissances dans la cybersécurité et aussi protéger des personnes ou des individus. Donc, nos formations les aident à rentrer dans le domaine de la cybersécurité, ou bien ceux qui sont déjà dans le domaine de la cybersécurité peuvent utiliser ces formations pour approfondir leurs connaissances. Donc, on a 8 cours qu'on donne, 8 formations. Donc, il y a les bases de la cybersécurité. On donne une autre formation sur les attaques, menaces et vulnérabilités, gestion des risques. On a aussi une autre sur le réseau informatique, la conception de la cybersécurité, la gestion des identités des accès. Et je pense qu'on a touché sur ce point dans ce webinaire. Et aussi, on a une formation sur la cryptographie. Et la dernière formation, c'est vraiment surtout pour les développeurs, pour les applications web. Voilà.
Merci Cédric. Donc, merci d'avoir présenté aussi ce que je voulais ajouter pour le dernier service qui est l'académie. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bases en informatique pour aller dans disons, dans ce cours, parce que nous donnons, on essaie de démystifier la cybersécurité. Et souvent, les gens ont tendance, quand on parle de la cybersécurité, ont tendance à savoir que il faut être un programmeur pour réussir en cybersécurité. C'est faux. En cybersécurité, toutes les compétences sont les bienvenues. Et parce que dans la cybersécurité, il y a plusieurs positions. Donc, vous serez les bienvenus, ce que tout à l'heure, on va vous donner nos contacts et aussi, si par exemple, vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez nous écrire. Avant de continuer, et juste à titre d'information, le prochain webinaire, nous allons parler des attaques sur les réseaux sans fil. Et ce sera vendredi le 24 à la même, je crois, à midi et à 16h GMT. Donc, pour savoir plus, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous allez avoir tous les événements. Ils sont listés avec les formulaires où vous pouvez vous inscrire pour que vous pouvez recevoir le Zoom, le link de Zoom que vous pourrez utiliser pour vous connecter comme aujourd'hui. Donc, comme on a fini la présentation, c'est le moment, si vous avez des questions, je me dis que vous avez des questions après avoir entendu toutes ces informations que mes collègues vous ont présentées. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Elles seront les bienvenues. Donc, vous pouvez euh, utiliser la main digitale et comme ça, on va vous donner la parole. Donc, ne soyez pas timide. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont acceptables. Donc, nous vous écoutons. Merci. Et puis aussi, vous pouvez voir s'il y a des questions dans les chats. Est-ce que c'est des que, ou bien Mariam, il y a des questions dans le chat? S'il y en a, on peut commencer à répondre en attendant que les gens posent les questions. Oui, Moi, je vais poser des questions. Oui, oui, c'est qui? Oui, nous vous Moi, écoutons. c'est Achille Dissa. J'ai une question à vous poser. Ah, bien arrivé, Gissa, bien arrivé. Mhm. Merci. Je voulais demander, est-ce que vous avez, bon, je sais, vous n'avez pas, j'ai vu les services que vous donnez. Euh, j'ai une société ici en Angleterre et je ne suis pas trop dans le cyber ou le cloud, mais j'y pensais et comme Eric est mon ami personnel déjà, il faut que je me présente. Nous avons fait l'université ensemble au Bénin et on s'est retrouvés encore en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire aussi. Donc, ce que je voulais demander, c'est je peux vous contacter, vous le directeur de la société en direct après, mais je pensais que c'est nécessaire, surtout pour l'Afrique. Pour votre business, c'est bien, vous pouvez le faire au Canada ou je pourrais le faire en Angleterre, mais pour l'Afrique, à cause des lois non existantes, je pensais ouvrir une société d'assurance de cloud. Parce que si les gens ont des données de valeur, sur le cloud, si quelque chose arrive et que le host, comment on appelle en français, le service provider, L'hébergeur. voilà, l'hébergeur perd les data. Il n'y a pas, si vous avez une maison qui brûle ou qu'il y a l'inondation ou des trucs, les assurances vous payent. Les banques, vous déposez votre argent, si la banque est cambriolée, la banque a son assurance personnelle, mais les gens, les privés, une voiture, les privés aussi ont leur assurance qui peuvent les défendre contre des trucs. Donc, ce que je pense, parce qu'il y a beaucoup de litigations, beaucoup de cas où les clients ont beaucoup de problèmes avec parce que les hébergeurs sont des grandes sociétés comme Microsoft ou autres. Ils sont trop petits, les clients sont trop petits pour les amener aux tribunaux et trucs comme ça.
Donc, moi, je pensais, comme le cas des voitures ou assurance santé ou assurance immobilière, et ce serait bien si vous pouvez, si on peut déjà créer, vous avez vos clients, peut-être vous avez 1000 clients à travers le monde, vous pouvez leur offrir un paquet d'une somme minimale par mois et puis vous allez avoir une firme d'avocats qui s'est spécialisé en cyber ou bien en cloud pour défendre ses clients quand ils auront des problèmes. Surtout pour l'Afrique, ce sera bien pour que nous ne soyons pas abusés. Merci. Merci, Achille. Merci. Je vais demander à Cédric. Cédric, tu peux commenter sur ce que Achille vient de dire? Ouais, merci Achille, merci pour la question. Donc, en ce qui concerne les assurances des clouds, c'est un peu plus compliqué parce que, c'est un peu différent des autres assurances parce que, par exemple, l'assurance d'une voiture, si la voiture, s'il y a un accident, bon, on sait que c'est une voiture, on connaît la valeur d'une voiture. Mais le cloud, le problème, c'est que, par exemple, si tu héberges des formations d'une autre compagnie, et que quelque chose se passe dans votre cloud et que quelqu'un a accès à ces informations, non seulement la compagnie dont vous hébergez les informations peut vous traîner en justice, mais le client de cette compagnie aussi peut vous traîner aussi en justice. Parce que non seulement quelqu'un va avoir accès aux informations de cette compagnie, mais aussi vont avoir accès aux informations de leurs clients aussi. Donc, c'est une chaîne. C'est pour ça que les assurances en cybersécurité, ce sont les plus chères parce que c'est pas facile de même d'estimer combien vous devez donner à votre client. C'est vraiment un peu compliqué et c'est parce que c'est pour ça que vous voyez pas, c'est pas vraiment courant, l'assurance en cybersécurité. Même les grandes compagnies, ils préfèrent avoir, comment est-ce que ça, le retainer. Comment ça, c'est en français? Oui, 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 je sais, oui, oui, je Oui, comprends. donc ils préfèrent avoir un retainer avec une autre compagnie plutôt que d'avoir une assurance. Parce que les compagnies d'assurance, c'est comme ils prennent une charge lourde sur eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas estimer le montant de ce qui va se passer quand quelqu'un a accès à ces informations. Mais ce que merci Cédric, mais ce que je demandais si votre société ne peut pas avoir une licence d'assurance pour assurer vos clients ou bien offrir cette solution aux clients, surtout les clients d'Afrique, qui peuvent vous payer un certain montant par mois. C'est vous, la société d'assurance. OK? Ouais. Et quand ces clients auront des difficultés avec leur host, là, vous allez intervenir en leur faveur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, 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 je comprends. Donc, OK. Ouais, ça, ouais, on peut revoir ça. On peut voir s'il y a des opportunités à visiter. Ouais. Oui, effectivement, tu sais, Achille, il y a toujours, il y a beaucoup de gaps. Par exemple, aujourd'hui, quand tu reçois un email, par exemple, qui est phishing, et tu vois que c'est un phishing, tu notifies, right? Quand tu Oui, notifies, derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont vérifier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont agir? Donc, il y a beaucoup de gaps. Et donc, mais ça, c'est une bonne suggestion. On OK. va y parler. Et puis, OK. toi et moi, on va parler après. Merci. 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 Willy, Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là, Eric. Merci beaucoup parce que tu fais un bon travail et puis tu pousses, tu pousses, tu pousses et puis tu essaies merci. d'avoir tout le monde là. J'ai bien suivi la formation. C'était très, très, très intéressante. Mais je voulais quand même apporter deux petites affaires parce que quand je vous écoutais, je me suis mis sur le côté de celui qui ne connaît rien
en cybersécurité. Et je pense que le but aussi, un des buts de ce qui est en train d'être fait, c'est d'attirer les étudiants, c'est d'attirer les personnes qui veulent changer de carrière. Alors, il y a une très belle présentation qui a été faite. On a parlé des différents modèles de cloud. On a parlé de IaaS, PaaS, et puis euh, le SASS. SaaS. Mhm, J'aurais bien souhaité que, en évoquant ces choses de la perspective de quelqu'un qui ne mhm, connaît rien, absolument rien, qu'on lui mette quelques images. Par exemple, quand on parle de SaaS, que la mhm, personne sache qu'on va parler comme ça de Google, ou le workspace de Google, de Office 365. Ça, c'est vraiment les software, les SaaS. Quand on parle, par exemple, de PaaS, qu'on mette une image, qu'on dise voilà, on est en train ici de parler, par exemple, de Google App Engine, des choses comme ça, Azure dans Microsoft, aussi peut-être d'autres choses que vous pourriez bien savoir. Et avec le IaaS, quand on essaie de mettre en lumière AWS et le Azure de Microsoft, et pourquoi pas même le Google Cloud Platform. Donc, mhm, c'était un peu juste ça que je voulais qu'on mette dans que les gens qui nous suivent ou bien qui vous suivent puissent avoir mhm. ça comme en lumière. Puis il y a aussi Oui. une autre chose aussi que j'ai vue quand on a parlé du CASB. Oui, c'est bon. C'est un broker en réalité. C'est quelqu'un in the middle, au milieu, qui va prendre chez un vendeur et qui va s'arranger à accommoder un client dans la gestion. Mais j'aurais voulu quand même, bien souhaiter quand même qu'on souligne qu'il y a un certain risque dans la mesure où si moi je fais affaire avec un sous-traitant, par exemple avec le CASB, et que demain, le vendeur qui lui donnait le produit pour lequel moi j'achetais fait faillite ou bien ferme la porte, c'est difficile. C'est difficile de faire une migration du CASB à un nouveau vendeur. Donc, quand même apporter ce niveau de risque-là pour que les gens soient confortables quand ils choisissent un CASB. Bon, c'est les petites choses comme ça que je voulais partager avec les uns et les autres. Mais déjà, j'apprécie beaucoup et c'est fantastique. Bravo, félicitations. Merci, merci, Willy. En fait, on avait voulu seulement se cadrer sur le cloud parce que, effectivement, ce que tu viens de mentionner, ça tombe dans le supply chain, c'est-à-dire l'approvisionnement. Donc, parce que la cybersécurité, c'est vraiment vaste. Donc, on avait voulu seulement se rester au niveau de cloud, mais notamment, je ne sais pas si Mariam, concernant les trois types, Mariam, est-ce que tu peux peut-être brièvement donner un mot sur le IAS et PAS et le SAS? Mariam, tu nous entends? Euh, Il n'y a pas un souci de réseau. Sûrement. Elle est là, mais je pense qu'elle a un souci de réseau. Bon, c'est pas grave quand elle va venir. En attendant, on peut prendre une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat, Salima, tout bien, Oui, Cédric? moi j'ai une question, Eric. Ah oui, ça va, oui, vas-y. Oui, merci pour la présentation. D'abord, je vous remercie pour le webinaire. C'était intéressant, surtout pour le professionnalisme. J'ai Merci. des questions. Bon, je suis dans l'informatique. Je connais Eric parce qu'on a fait l'école ensemble, l'école primaire ensemble. Donc, je le connais très bien. C'est bien, tu as bien évolué. Deux questions. La première question, je suis avec mon petit frère qui n'a pas fait l'informatique, mais qui voudrait se convertir. Est-ce que l'information que vous donnez, ça nécessite une information ou bien une formation en informatique? Ou bien vraiment, quelqu'un qui ne se connaît pas, il peut faire les formations. Ça, c'est un. Mhm, mhm, Les formations que vous donnez, parce que bon, j'ai vu que vous avez au moins 5 ou 6 ce que vous avez présenté. Est-ce mhm, que sur le marché, quand vous donnez votre certificat,
Quel est le pourcentage sur le marché d'être admis en tant que quelqu'un vraiment qui se convertisse, qui n'a pas fait une carrière, qui n'a pas fait une formation longue comme l'université ou bien l'école secondaire, quelle est la chance qu'il peut avoir sur le marché? La troisième question, moi je suis basé en Belgique, j'ai une entreprise de recrutement en Belgique en informatique. Pour travailler ensemble, pour être votre partenaire, qu'est-ce qu'il faut? Voilà mes trois questions. Merci. OK. Je vais répondre aux deux premières questions et Cédric va répondre à la dernière. Donc, d'abord, concernant, comme je l'ai dit au départ, nous essayons de démystifier la cybersécurité. La cybersécurité, pour entrer en cybersécurité, ce n'est pas pour venir coder ou bien faire la programmation, pas du tout. Parce que dans la cybersécurité, il y a plusieurs positions. Au moins 10 positions sur 10, 3 seulement demandent des connaissances en informatique. Par exemple, aujourd'hui, si vous devez devenir auditeur en cybersécurité, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en programming, pas du tout. Il suffit seulement de savoir qu'est-ce que la régulation dit et qu'est-ce que la compagnie est en train de faire. Est-ce que ça marche? Si oui, OK, donc vous dites que c'est audité. Sinon, vous leur demandez de refaire et de corriger les erreurs ou bien les failles qui sont là-bas. Donc, quel que soit le domaine, vous pouvez être... parce que nous avons formé les différentes... les gens venant d'ailleurs, de différents domaines. Par exemple, les infirmières. J'ai dû former 2 infirmières aux États-Unis et qui sont maintenant travaillent en cybersécurité. Et nous avons formé des gens qui venaient de la comptabilité, et, des journalistes, différents domaines. Et en tout cas, n'importe. L'essentiel, c'est que tu as envie de changer. Nous, quand on donne nos formations, on utilise un langage vraiment qui est compréhensible à tout le monde. Et puis, on essaie de donner des exemples dans la vie courante. Parce que là d'où vous venez, les compétences que vous avez là-bas, on a besoin de ça en cybersécurité aussi. Donc, je pense que j'ai répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question, tu avais demandé si la personne n'a pas de niveau. Et aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, parce que dans 5 ans, ça peut changer. D'ailleurs, je voudrais profiter pour dire que toute personne qui veut changer, venir en cybersécurité, c'est le moment, c'est le moment. Tant qu'il n'est pas encore tard, c'est le moment de le changer parce qu'ils sont encore flexibles, parce qu'ils cherchent encore des gens. Il y a la carence des employés, donc ils sont en train de chercher des gens, donc c'est pour ça qu'ils sont flexibles. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme d'école secondaire, non, pas du tout. Par exemple, il y a un jeune d'origine ghanéenne que j'avais formé aux États-Unis. Lui, il est venu aux États-Unis, il est à Los Angeles. Et il était venu étudier à l'université. Au départ, quand il voulait commencer, et il m'avait contacté. Et bon, j'ai dit, OK, donc tu vas apprendre et puis continuer tes études. Mais quand il a fini, parce que nos formations, ça a dû entre 3 à 6 mois. Et ça dépend de la vitesse de la personne. Mais lui, il a fini ça en 4 mois et il a appliqué, il a eu le boulot. Et il travaille aujourd'hui et il n'a pas encore eu un diplôme d'université. Il a à peine l'école secondaire et ce n'était pas à cause de ça qu'on l'avait engagé. Donc ici, il y a quand même des gens dans cette audience qui peuvent témoigner, notamment que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Nord, que jusque-là, la cybersécurité, c'est un domaine qui est toujours flexible. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui veulent se former, c'est le moment. Dans 3-4 ans, peut-être ça va changer. Donc, je pense que c'est ça que je peux dire. Avant de donner la parole à Cédric, est-ce que ça va, c'est bon? Oui, c'est très bon, c'est très bon. OK, OK. Merci. Donc, oui, de rien. Cédric, donc, tu peux répondre à la question de Sabas? Oui, donc en ce qui concerne partenariat ou association, donc oui, on a des partenariats, comme tu peux le voir sur l'écran, on a des partenaires au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun et Sénégal. On est toujours ouvert à créer de nouveaux partenariats.
Et non, vraiment, notre objectif, c'est de faire, d'avoir des partenariats qui sont gagnant-gagnant. Donc, on doit gagner et puis notre partenaire aussi doit gagner. Parce que je pense que dans ce domaine, surtout parce qu'on est en train d'aller, on est vraiment, on essaie d'avoir une vision globale. On essaie de vraiment avoir des partenaires qui sont fiables, mais pour assurer ça, donc, il faut que les deux partenaires puissent être vraiment flexibles et être confiants qu'ils vont gagner quelque chose. Donc, ce qu'on peut faire, tu peux nous contacter, par exemple sur l'email, info à africacybersec.com, puis on peut discuter de comment on peut faire ce partenariat. Oui, il a mes contacts, Sébastien a mes contacts, donc il pourra me contacter sans problème. Et on n'a pas de partenaire en Belgique, pas encore. Donc. Oui, oui. Pas encore, Pour ok. ouais, pas Alors, encore. une autre question. Comme je vois ici, nous sommes 31 personnes, mais si demain ou bien la semaine prochaine, vous donnez notre webinaire ou bien notre information, comment tout le monde peut être touché? Comment est-ce que vous pouvez garder nos numéros ou bien on peut donner les numéros de contact pour que vous puissiez la fois prochaine les présenter et les envoyer des invitations de webinaire. Comme ça, on est toujours au courant. Oui, donc il y a deux façons. Il y a, parce que vous vous êtes inscrit pour avoir le lien de Zoom. Et aussi, ça c'est la première chose, donc qu'on envoie des emails lorsqu'on s'approche de notre webinaire. Et puis aussi, j'avais mentionné notre site web. Si vous allez sur notre site web qui est africacybersec.com, vous allez dans la page événements. Tous les événements sont listés là-bas. Et si c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu, il y a le formulaire pour s'inscrire. Et si c'est un événement qui est passé, peut-être que vous avez raté un événement, ça vous dirige sur l'enregistrement. Donc, je pense que c'est bon. Ah oui, merci beaucoup. OK. Oui, Willy, tu as une question, je pense? Oui, ce n'est pas une question. Je voulais juste porter l'eau à ton moulin parlant des besoins. Je publie dans le chat un document du gouvernement. On a un bruit sonore. Un instant, il y a quelqu'un qui... attendez, un instant, je vais... Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Un instant, je cherche. Ouais, donc, tu disais quoi, Willy? J'ai publié dans le chat, le besoin est tellement incroyable. Eric le disait tout à l'heure, celui qui veut venir en cybersécurité, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. It's now. Et le gouvernement américain a publié effectivement lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche un document très important que j'ai partagé avec vous, mais je vais vous donner le résumé en deux phrases de ce document de presse. C'est que les entreprises américaines, lorsqu'ils publiaient les jobs en cybersécurité, ils avaient toujours cette manie de mettre dans les prérequis avoir un bachelor degree, quelque chose comme ça là. Alors, le gouvernement américain encourage maintenant ces mêmes entreprises à ne plus mettre ce prérequis, donc bac, mais mettre plutôt un prérequis qui accentue sur les skills. Les skills, en français, comment on va dire ça? Les habiletés du candidat. Alors, comment est-ce qu'on mesure les habiletés du candidat? On les mesure sur la base, par exemple, des certifications reçues. On a vu Eric a beaucoup, une douzaine, une dizaine de certifications, bien qu'il ait un master, mais il peut nous le dire ici, ce n'est pas son master qui fait de lui l'expert en cybersécurité, ce sont des certifications. On a vu Cédric avec 3 certifications. Ce qui m'a marqué avec EIC2, il a le CSSP qui est vraiment très professionnel. Vous pouvez n'avoir aucun diplôme, mais si vous réussissez à avoir ces certifications-là, je vous garantis que vous avez un travail tout de suite. Donc, voilà le document que je partage et je prends ce webinaire comme un séminaire parce que moi, je vais le citer comme un séminaire. Dans les entrevues, on vous demande souvent, mais qui est-ce que vous suivez sur la toile? Ou bien, quels sont les séminaires que vous suivez d'habitude? Donc, voilà une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent de l'emploi, pour ceux qui veulent percer en cybersécurité. Vous pouvez marquer ce webinaire de Africa CyberSec
comme un webinaire où vous êtes abonné, vous suivez continuellement et les sujets qu'on discute souvent vont démontrer à l'employeur ou bien au prochain employeur, au futur employeur que vous êtes intéressé et que vous êtes capable d'apprendre tout ça. Merci, Eric. Ouais, merci Willy, merci beaucoup. Effectivement, ça s'est passé. Même ici au Canada, ils ont allégé aussi les conditions, c'est-à-dire les conditions de pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le moment, si vous voulez changer de carrière, c'est le moment. Après, malheureusement, ça risque de changer. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas d'autres questions? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? C'est-à-dire, j'essaie de voir. OK. Sinon, Non. je pense que on ne veut pas abuser le temps des gens qui se sont connectés. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne occasion d'échange. Je me dis et j'espère que tout le monde qui a pu participer, pas avec des nouvelles informations et ne plus avoir peur d'utiliser le cloud, commencer à l'utiliser. Donc, mais tout en sachant aussi les limites et puis les inconvénients, les avantages. C'est comme aujourd'hui, quand vous vous levez, vous allez dehors, avant de traverser la route, vous regardez à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas une voiture. Donc, la même chose. Donc, augmenter la vigilance. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions vraiment beaucoup de votre temps que vous avez. On vient de faire quand même 1h30. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facilement donné à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas abuser de votre temps. Donc, rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 24 mai. C'est dans une semaine. Ce sera un vendredi. Et nous allons parler de la sécurité de Wi-Fi. Tout le monde a au moins une connexion Wi-Fi. Donc, il faut savoir aussi quelles sont les attaques, quelles sont les vulnérabilités, les faiblesses de Wi-Fi que nous utilisons. Qu'est-ce que nous devons éviter de faire lorsque nous sommes sur le Wi-Fi? Donc, toutes ces astuces, vous les aurez pendant ce webinaire qui aura lieu le 24. Donc, ne le ratez pas. Vous allez trouver les informations sur notre site. Inscrivez-vous pour que vous puissiez avoir le link de Zoom un jour avant ce webinaire. Donc, merci encore. Ah oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'appelle utilisateur de Zoom. C'est qui? Ouvrez votre micro. Ah, c'est moi. C'est qui? Je m'appelle Max. Oh, Max, oui, oui, OK. Je veux demander si c'est possible d'avoir le slide. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Vous avez vu l'email? Vous avez vu l'email ici? L'email qui Oui, est affiché. oui, Pouvez-vous envoyer un message à cet email? On va vous envoyer ça. d'accord. Merci beaucoup. Oui. OK, de rien. OK. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, nous vous souhaitons un bon week-end et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci, merci à vous également. Merci. Bye bye. Merci et bonne soirée. Merci. Bye Merci bye. beaucoup.